Euh, je vais vous parler alors aujourd'hui d'une problématique un peu particulière. Alors j'imagine qu'il y a pas mal d'entre vous qui ont entendu parler de qu'est-ce que c'est un A/B test, pourquoi on fait ça dans certaines industries, etc. Euh, Là, je vais essayer de mettre en lumière un peu qu'est-ce qui se passe avant. C'est une perspective un peu peut-être différente de de ce que vous avez pu voir à droite à gauche. Et on va explorer en fait un certain nombre de méthodes d'évaluation quand on fait un changement sur un système d'une manière générale. Et on va voir qu'est-ce qui peut mal se passer. Pourquoi on a besoin de certaines méthodes et pourquoi certaines fois on peut se contenter d'autres. Alors je vais rappeler, dans une première partie, je vais d'abord rappeler qu'est-ce que c'est un A/B test, pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire ça. Et dans une deuxième partie, ce sera peut-être un peu plus avancé, je vais montrer différents types de problèmes quand on fait par exemple de la sélection de modèles avant de faire un A/B test. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on appelle un A/B test? Donc il y a deux choses très importantes dans un A/B test. Alors ça s'appellera A/B test dans l'ensemble de la présentation, mais c'est quelque chose qui existe pas seulement dans les industries internet, ça existe aussi dans les industries de la santé, où on fait ce qu'on appelle des études avec placebo ou d'autres études, randomized control trials, on trouve aussi en anglais, ce genre de choses. Donc il y a deux aspects importants. Il y a un premier aspect, c'est l'aspect aléatoire, c'est-à-dire qu'on a un groupe de sujets qu'on va diviser sans leur demander leur avis, sans que personne ait le droit de dire dans quel groupe il veut être. Et ensuite, on va les traiter différemment suivant le groupe dans lequel ils sont. Alors malheureusement, on ne voit pas super bien, mais un exemple d'A/B test, en fait, dans les industries plutôt internet, c'est ce genre de choses. Donc ça, c'est deux formulaires différents pour faire une recherche de maisons ou d'appartements à louer ou à acheter. Donc on peut imaginer qu'il y a deux façons de faire ce formulaire. Soit à droite, on tape dans une boîte le code postal, et puis ensuite on appuie sur le bouton OK. Et à gauche, il y a une espèce de petite procédure ou avec des icônes mignonnes, etc. Et typiquement, qu'est-ce qu'on veut faire avec ce genre de choses? On veut identifier un effet. Donc dans l'exemple avec les deux façons de chercher des annonces immobilières, on veut savoir est-ce que la façon dont on présente cette boîte a un effet sur le fait que les gens l'utilisent ou qu'ils en soient contents. Le deuxième type de question qu'on se pose en général quand on fait ça, c'est ok, mais ça fait une différence de combien? Donc par exemple, sur l'exemple des petites boîtes pour chercher une maison, c'est en gros combien il y a de personnes qui s'arrêtent et qui ne continuent pas. Dans le cas où j'affiche la variante A avec les petites icônes mignonnes et la variante B où il y a juste une boîte de recherche avec du texte, on tape le code postal. Alors, première question qu'on peut se poser, c'est ok, c'est très bien, mais si on a une expertise du sujet, si par exemple ça fait 20 ans qu'on travaille dans un certain domaine, ou si on a des données historiques, on peut se dire mais pourquoi est-ce que j'aurais besoin de faire un A/B test? Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de faire un truc compliqué comme ça? Parce qu'après tout, j'ai une assez bonne idée de ce que ça peut donner, ou alors j'ai des données qui tendent à dire quand même que historiquement on devrait être capable de décider. Alors pour mettre le doigt vraiment sur ce qui fait mal, on va aller regarder une petite étude alors ça c'est dans le domaine plutôt médical, et on va voir, suivant la façon dont on analyse les données, quel type de conclusion on peut avoir. Donc c'est une étude sur donc le traitement des calculs rénaux, un truc qui fait assez mal en général quand ça vous arrive. Et bon, c'est une étude où il y a des docteurs qui ont prescrit deux types de traitements. Un traitement numéro 1, alors là c'est la chirurgie ouverte, le bistouri, etc. Et le traitement numéro 2, là, c'est une sonde qui envoie des ultrasons, c'est un truc assez soft. Voilà. Et bon, si on regarde les résultats globaux de cette étude, on voit que dans le traitement 1, on a 78% de rémission. Donc 78% des gens qui sortent du traitement 1, donc de la chirurgie, et qui sont guéris. Parfait. Dans l'autre cas, dans le traitement 2, il y a 83% des cas où le malade est guéri. Donc juste sans chirurgie ouverte, juste avec les petites impulsions à ultrasons, apparemment on arrive
à avoir un meilleur taux de rémission, quoi. Donc ça, c'est quand même... quand on regarde les données juste comme ça, on se dit, waouh, le traitement 2, on a envie de le prescrire à tout le monde. Alors à ce stade, j'aimerais faire un petit vote. Si vous pouviez lever la main, si vous pensez que il faudrait faire quelque chose de supplémentaire, donc en particulier un A/B test, pour pouvoir correctement décider de l'effet du traitement 1 ou du traitement 2. Ça fait un petit écart. C'est vrai. Alors, effectivement, il y a un truc dont je parle en fait assez peu ce soir, c'est tout ce qui est étude de variation. C'est-à-dire, c'est quoi l'intervalle de confiance, par exemple, qu'on peut calculer sur cette différence et à quel point il est statistiquement significatif. Alors ça, on peut en parler aussi, c'est super intéressant, mais là, c'est un effet encore plus grave, en fait, que je voudrais mettre en lumière. Alors, en particulier, c'est le fait de dire, ok, maintenant, il y a un truc quand même il y avait une phrase importante en fait dans le premier slide, c'est le fait que c'est le médecin qui décide quel type de traitement il va donner. Et en fait, il y a une variable qui influe beaucoup sur la décision du médecin et aussi sur la rémission des calculs, sur la chirurgie ou sur le traitement médical quel qu'il soit, c'est la taille du calcul. Donc là, c'est les deux cas, là, small stone, big stone, donc est-ce que le calcul est petit ou est-ce qu'il est gros? Alors ce qui se passe, c'est que si on ajoute cette variable, en fait, les données, on peut les voir d'une manière assez différente. Donc en particulier, si on regarde, sachant la grosseur du calcul, le taux de rémission, et ben là, on est assez surpris parce qu'on se dit, mince, on a exactement la conclusion inverse. Dans les petites pierres, le traitement 1, il a 93% de rémission par rapport à 87, et dans le traitement 2, 73 par rapport à 69. Ça paraît paradoxal. Donc c'est un paradoxe qui est assez connu, qui s'appelle le paradoxe de Simpson. En fait, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est que le traitement n'a pas été administré au hasard. Les chirurgiens, sur les petites pierres, ont préféré les traitements moins invasifs. Donc si vous avez un petit calcul, en général c'est moins grave, donc on va plutôt vous prescrire un traitement qui marche peut-être moins bien, mais qui évite de vous ouvrir le corps et puis de vous faire passer 3 jours à l'hosto. A l'inverse, si vous avez des grosses pierres, et ben, du coup on va avoir beaucoup plus tendance à vous prescrire le traitement 1, qui lui, ok, il est vachement invasif, il fait super mal et tout, mais d'un autre côté, il a une meilleure chance de traiter les plus gros calculs. Donc, il y a un autre mot pour dire ça s'appelle le biais de sélection. C'est-à-dire que parmi les gens à qui on a donné le traitement 1 ou le traitement 2, on ne l'a pas donné au hasard, il y a vraiment eu une décision par rapport à ça, et du coup ça influe sur la proportion. Donc, on le voit assez clairement, donc traitement 1, là, il n'y a que 87 personnes à qui on a, dans les petites pierres, à qui on a donné le traitement 1, alors que la majeure partie, c'était des gros calculs. Alors bon, si on veut faire une inférence correcte, une façon de régler, entre guillemets, ce problème, c'est de rajouter toutes les variables de confusion possibles. Donc toutes les variables, comme celle-là, le petit c, qui peuvent à la fois affecter le traitement, donc là, j'ai mis A pour action, et R pour récompense ou pour rémission dans ce cas-là. Donc une première façon d'avoir la bonne décision, c'est de rajouter des variables comme ça, qui sont susceptibles d'influer le résultat. Alors malheureusement, on ne peut pas toujours faire ça. En particulier, il y a des fois des variables où on se dit « Ah tiens, ça pourrait peut-être influer, mais j'ai pas accès à cette variable. » Par exemple, là dans ce cas-là, peut-être qu'on n'a pas enregistré les âges des personnes à qui on a donné le traitement, ou peut-être qu'on n'a pas enregistré d'autres informations médicales. Et dans ce cas-là, ça peut être des variables de confusion qui expliquent que le traitement va plus ou moins bien réagir, mais on n'y a pas accès. Alors la solution en fait dans ces cas-là, c'est de faire un A/B test entre guillemets, en tout cas de s'arranger pour qu'il n'y ait pas un choix dans le traitement.
traitement, c'est qu'en fait, on va casser cette influence-là. C'est-à-dire que notre variable de confusion, elle va plus influer sur le traitement, ou alors si elle l'influe, elle va l'influer d'une manière qu'on connaît. À la limite, on pourrait même imaginer le chirurgien, il tire un dé. Si vous avez une grosse pierre, dans tous les cas, sauf s'il fait un 6, il vous donne le traitement 1, et s'il fait un 6, ben, il vous donne quand même le traitement 2. Alors éthiquement, c'est peut-être pas terrible, mais pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire, quoi. Ok, alors maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on fait avant? Donc les AB tests ou les études qu'on fait pour qualifier des médicaments, quand on fait des tests avec effet placebo, donc il y a une partie des sujets pour lesquels on donne en fait une petite granule où il n'y a que du sucre, où il n'y a rien du tout dedans, et on regarde du coup la différence. Et ben bon, c'est très bien, du coup on sait que ça casse en fait tous les types de confusion qu'on peut avoir. Donc sur la conclusion, on est a priori très robuste. Par contre, ça a un coût, c'est-à-dire que avant de faire un AB test pour un site internet ou avant de tester un nouveau médicament, faut déjà valider que ça va pas exploser en production ou que ça va pas rendre malade les gens. Enfin, il y a tout un tas de trucs. On est peut-être obligé de certifier le médicament. Enfin, voilà, ça coûte finalement assez cher. En particulier si on a des mauvais candidats. Donc l'idée en fait qu'on va développer là dans toute la suite du talk, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour sélectionner les meilleurs candidats avant d'arriver à l'étape où vraiment on va déterminer leur performance de manière causale. Alors, pour vous donner... alors, je vais restreindre encore un peu plus le champ d'application, c'est-à-dire que on va se donner une cible privilégiée qui est des modèles de prédiction. Donc, ce qu'on veut AB tester in fine, ce sera des modèles de prédiction. Alors, pourquoi des modèles de prédiction? Parce que, bon, c'est quand même une vision data science, donc bon, a priori, il y a pas mal de gens qui ont déjà fait des modèles ou qui travaillent pour construire des modèles, pour faire de la prédiction ou quoi que ce soit. Là, j'ai mis deux exemples très différents, mais il y en a plein d'autres qu'on peut utiliser. Là, l'exemple de gauche, c'était sur un modèle de ranking pour les résultats de recherche, où on dit, voilà, j'ai un modèle qui va trier les résultats, et je veux tester une autre variante. C'est un problème de prédiction, on va changer les variables, on va changer l'optimisation, on va changer les hyperparamètres de la procédure d'entraînement, le traitement, le pré-traitement de certaines variables, etc. L'autre exemple, c'est plutôt médical, donc c'est la détection de tumeurs. Imaginons qu'on développe un algorithme, un produit, disons, packagé, utilisé par des médecins ou par des neurochirurgiens, qui dit « Ok, je vous prends l'IRM et je vous sors la probabilité que cette personne a une tumeur du cerveau. » C'est pas vraiment la science-fiction, il y a déjà des boîtes qui vendent ce genre de truc. Donc là, on va dire, ok, qu'est-ce qui se passe si je veux mettre à jour ce genre de produit et dire, ok, j'ai un autre algo qui, je pense, ou je voudrais en tout cas, qu'il fasse mieux. Alors, le tester en vrai, c'est un peu peur, quoi. Donc on voudrait être sûr qu'il soit au maximum, enfin le meilleur possible. Après, on peut imaginer tout un tas d'autres exemples. Par exemple, si vous travaillez, je ne sais pas, pour un fournisseur d'électricité, vous faites un modèle qui prédit la consommation du lendemain ou la consommation de la semaine prochaine, et en fonction de ça, ça ajuste le niveau de combustion de la pile atomique dans une centrale nucléaire. Enfin, on peut imaginer tout un tas d'applications. En fait, il y a pas mal d'endroits où on a des modèles et on les met à jour en fait régulièrement. Et on aimerait bien les améliorer. Alors, il y a quelque chose qu'on peut faire déjà de manière très basique, c'est d'essayer de le valider avec des données historiques. Alors on peut regarder des métriques techniques du modèle lui-même. Donc par exemple, si c'est un modèle de régression, on peut regarder la RMSE. Si c'est, je sais pas moi, n'importe quel autre type de modèle, on peut regarder la vraisemblance, on peut regarder les métriques de précision, de rappel, F1 si c'est un modèle de classification. Enfin, il y a tout un tas de métriques techniques qui a priori, quantifient l'objectif de l'algorithme lui-même, du modèle lui-même. Un truc qui est important à faire aussi, et donc ça c'était la remarque de tout à l'heure, c'est de faire de la cross-validation, c'est d'être capable en fait d'avoir une idée de la variance de cette performance. Donc de savoir, ok, là j'ai fait un run, ça m'a donné 76, mais si je le fais tourner plusieurs fois et que je remélange un peu mes données, ça donne toujours 76 ou ça donne un truc entre 60 et 90?
Auquel cas, suivant les applications, bah, ça ne veut pas dire exactement la même chose, quoi. Et puis il y a un autre problème, c'est qu'en général, les métriques techniques, elles ne sont pas forcément très proches des métriques, on va dire, applicatives. Par exemple, dans l'exemple du modèle de ranking pour les résultats de recherche, on a fait un modèle qui a une meilleure RMSE que forcément ça va permettre au moteur de garder plus d'utilisateurs ou d'afficher, enfin, ou de gagner plus d'argent avec la publicité, etc., quoi. De la même manière, si l'algorithme de détection de tumeurs, il nous dit oui, sur le dataset d'entraînement, j'ai une meilleure vraisemblance, on peut être, ok, ça peut être très bien, mais est-ce qu'il a une meilleure, est-ce qu'en pratique, il arrive à prédire peut-être plus tôt des patients? Ça sera peut-être plus important que de prédire très bien les patients pour lesquels il y a une tumeur la plus avancée et où de toute façon, bon, on ne peut pas faire de miracle, quoi. Donc il y a tout un tas de cas où ça ne suffit pas forcément. Alors, une idée qu'on peut avoir aussi, c'est de dire, très bien, on peut avoir des données historiques donc, qu'on a récoltées, et on peut se dire, mais après tout, si on a des données historiques et qu'on a des modèles de prédiction, on pourrait prédire la performance de l'algorithme sur des métriques applicatives. Par exemple, on pourrait dire, ok, si on récolte un dataset, on dit, ok, ça c'est la RMSE de mes algos, ça c'est combien d'argent j'ai gagné effectivement à la fin. Est-ce qu'on ne peut pas prédire à partir d'une métrique l'évolution d'une autre? Alors ça c'est une idée. Alors en gros, j'ai essayé de l'écrire en termes mathématiques, mais en gros c'est si on a une politique qui a un contexte associé à une action, donc XA, on a une politique pi avec laquelle on a récolté des données historiques. Et nous, ce qui nous intéresse, en fait, in fine, si on fait un A/B test, en gros, c'est de calculer son espérance, donc enfin, l'espérance de la récompense de cette politique, en sachant qu'on l'a appliquée et c'est elle qui génère en gros nos exemples. Alors, si on prend ce genre de méthode, qu'est-ce qu'on dit? En fait, ce qu'on dit, c'est ok, j'ai un modèle qui me permet de prédire la récompense à partir des actions prises par la nouvelle politique dans chaque contexte qui ont historiquement été rencontrés par la politique précédente. Donc, par exemple, dans le cas de la détection de tumeurs, on dit ok, je sais dire, enfin j'ai eu les images d'un batch de patients précédents, j'ai eu leur rémission à 6 mois, maintenant j'ai un autre algorithme et je pense que je peux le tester sur les mêmes données et que ça va me donner les mêmes rémissions à 6 mois. Alors dans le fond, quand on dit ça, on a l'impression de faire un truc assez valide. Ça peut être dangereux dans certains cas. Par exemple, si des choses qui se passent en fonction du diagnostic. C'est-à-dire si par exemple on détecte mieux les patients avec un cancer avancé, et ben ces gens-là, on va les revoir plus tard dans le processus, parce qu'ils vont revenir après être traités pour refaire des images d'IRM, et on va réappliquer le même algorithme pour vérifier si effectivement la tumeur a régressé ou pas. Et dans ces cas-là, en fait, l'application de l'algorithme dans l'application va générer une distribution sur les exemples qui va être différente de ce qu'on avait quand on a utilisé les données. Si on prend l'exemple du tri des résultats dans le moteur de recherche, le fait d'avoir un algorithme, par exemple, bien meilleur, va faire que le moteur de recherche va en général en fait, gagner des nouveaux utilisateurs, et donc ça va changer la distribution d'entrée, parce que les nouveaux utilisateurs ne seront peut-être pas forcément les mêmes que ceux d'avant. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent le jour où Google est arrivé. Au début, c'était un truc de geek, la distribution d'utilisateurs était très spéciale. Au fur et à mesure qu'il a gagné de l'adoption, et ben la distribution de l'utilisateur, ça a fini par être monsieur et madame tout le monde. Voilà, c'est un peu de ce genre d'effet dont on parle. Et puis finalement, en fait, les données historiques, finalement, c'est quelque part assez proche de ce qu'on a vu avec l'exemple des calculs rénaux, c'est que s'il nous manque des variables de confusion, on risque toujours de prendre des mauvaises décisions. Alors qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Alors il y a une approche qui est de dire, ok, je vais essayer de modéliser au maximum, non seulement la tâche de mon modèle de prédiction, mais en plus son impact sur le monde extérieur. Alors là, je vous donne un exemple qui est tiré
du monde de la publicité sur Internet. Donc le monde de la publicité sur Internet, si je le résume très grossièrement, en gros, quand vous affichez une page web, il y a derrière une enchère qui est exécutée et sur laquelle des plateformes publicitaires donnent une enchère, disent un prix, disent moi je suis prêt à payer 15 centimes pour afficher une pub sur cette encart-là. Et derrière, si jamais l'utilisateur clique et achète quelque chose, et la plateforme publicitaire reçoit une récompense. Donc dans ce cas-là, on peut imaginer un modèle de prédiction, donc par exemple le modèle qui prédit si effectivement l'utilisateur clique sur la pub et achète quelque chose. C'est un modèle qu'on peut appeler P, et on peut collecter des données de l'utilisation d'un modèle P. Donc ces données, il va y avoir différentes choses, il va y avoir, donc pour chaque exemple qu'on va numéroter I, on peut calculer, on va avoir différentes choses. On va avoir la valeur qui a été générée par I, c'est-à-dire est-ce que la personne a cliqué ou pas, est-ce qu'elle a effectué une vente ou pas, et quel était éventuellement le montant de cette vente. Après, on va enregistrer une autre donnée qui est C, qui est le coût, combien ça a coûté d'acheter cet espace publicitaire. Et puis finalement, si on a ça, du coup, on peut faire une métrique pour évaluer un autre modèle de prédiction P', en disant, OK, pour avoir accès à cette récompense VI moins le coût, encore faut-il que le nouveau modèle de prédiction gagne les mêmes enchères que l'ancien. Parce que s'il ne gagne pas les mêmes enchères, on ne peut pas savoir ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire que donc c'est ce terme-là, en fait, c'est cette indicatrice. Donc il faut que ce qu'aurait soumis comme enchère le nouveau modèle P' soit suffisamment haut pour gagner l'enchère qu'historiquement le modèle d'avant avait gagné. Alors, donc ça c'est une possibilité. Il y a plusieurs effets. Alors c'est un peu mieux que juste regarder par exemple la RMSE du modèle P et la RMSE du modèle P', ou sa LLH, parce que ça donne une idée de l'impact business. C'est-à-dire en d'autres termes, si P' il est très très fort, mais beaucoup plus fort pour prédire certains types de clics, mais qui sont des clics peut-être sur des publicités, je ne sais pas, pour des chaussettes, auquel cas, si la paire de chaussettes vaut 1 €, l'annonceur il donnera peut-être un dixième de centime pour un clic sur une paire de chaussettes. A l'inverse, si c'est sur des voitures ou si c'est sur, j'en sais rien, des biens qui sont chers, l'impact ne sera pas le même. Et ça, la LLH du modèle vous le dira. Elle vous dira juste, en moyenne, sur les ventes, je suis mieux que le modèle d'avant. Mais par contre, vous n'aurez pas d'idée sur l'impact business. Donc ça, c'est une manière de corriger un peu ce problème. Mais néanmoins, c'est pas idéal pour plusieurs raisons. Donc il y a une raison qui est que le coût historique, en fait, qu'on a observé, donc là c'est la barre bleue. Donc si le nouveau modèle enchérit moins, il ne reçoit rien. S'il enchérit plus, boum, il reçoit toute la valeur. Mais par contre, ce truc-là, c'est assez violent, quoi. C'est-à-dire qu'il suffit qu'on décale d'un dixième de pouillème la prédiction pour qu'on passe d'un côté ou de l'autre de l'appareil. Donc une possibilité pour ça, alors on est encore en train de raffiner notre espèce de simulation en fait du monde, quoi. C'est de dire ok, on va injecter du bruit sur le coût historique de cet emplacement. On va dire ok, le coût, en fait c'est une distribution de probabilité, c'est plus un paramètre fixe, et c'est une distribution de probabilité dont on s'arrange pour que l'espérance ce soit le coût qu'on a observé. Ça rend le truc un peu plus robuste. Malgré tout, c'est pas parfait non plus parce que il y a quelque chose quand même qui est dans cette métrique qui cloche, c'est que la valeur et le coût d'une enchère, on l'a que si on l'a gagné, en l'occurrence que si le modèle précédent l'avait gagné. Et il y a un truc qu'on ne maîtrise pas dans ce cas-là, c'est une zone d'ombre complète, c'est les enchères que le nouveau modèle va gagner, mais que l'ancien n'avait pas gagné. Et là, on est incapable de dire ce qui va se passer. C'est là que vient la dernière idée, qui est peut-être la plus... qui va corriger en fait une partie de ce problème, c'est de dire ok, ce qu'on voudrait in fine, c'est de dire on a nos modèles, là, P', P', P seconde, etc. On voudrait pouvoir évaluer différentes variantes, mais à partir des mêmes données. Et on voudrait aussi, le beurre, l'argent du beurre, on voudrait aussi que ce soit un maximum causal, c'est-à-dire que ce soit le plus
proche possible de ce qu'on fait quand on fait un A/B test. Et là, l'idée, du coup, ça va être de dire, ok, ben, pour faire ça, on va intervenir sur nos actions de notre modèle de production, là, celui qui est en train de collecter les données au début, et on va introduire une dose d'aléatoire. Une dose d'aléatoire qu'on contrôle, sur laquelle on sait exactement ce qu'on va faire. Si on revient, en fait, en gros, par exemple, à ce modèle-là, si on fait juste qu'introduire une dose aléatoire et de dire, ok, dans je sais pas, 1% des cas, je vais bider un peu plus, enfin je vais enchaîner un peu plus que ce que je faisais avant. Et bien ça déjà, ça va donner des informations supplémentaires, puisque ça va rajouter des enchères. Mécaniquement, on va en gagner un peu plus sur une population qu'on n'aurait pas dû gagner. Et ça va nous donner un peu plus d'informations. Mais si on fait que ça, bon, ça reste assez limité. Là, on va aller encore un cran plus loin, on va essayer de faire de l'inférence. Alors pour ça, je vais prendre un exemple, alors je suis désolé, hein, je travaille dans la publicité, donc c'est encore de la publicité en ligne, mais imaginons un exemple un peu simple, un peu toy. On a notre modèle de production, lui, il a deux actions. Soit il affiche la publicité rouge, soit il affiche la publicité verte. Et il le fait avec un mode aléatoire, mais connu. Ce qu'on lui demande, c'est, quand tu es en production, dans 80% des cas, tu affiches la pub rouge. Dans 20% des cas, tu affiches la pub verte. Mais tu le fais, c'est pas toi qui choisis. En gros, tu lances une pièce et tu te mets dans un de ces deux cas. Et en production toujours, on a observé donc 1000 clics sur des pubs rouges et 300 clics sur des pubs vertes. Voilà. Donc ça, c'est les données dont on dispose. Et ce qu'on voudrait évaluer là, c'est par exemple un modèle de test qui aurait une politique où il dit, ok, dans 20% des cas, je vais afficher la pub rouge. Et dans 80% des cas, je vais afficher la pub verte. Alors, question, combien de clics on va récolter avec ce modèle de test? Est-ce qu'on peut en avoir une idée sans aller jusqu'à l'A/B test? Mystère. Alors, c'est pas très compliqué. En fait, comme on sait exactement avec quelle probabilité on a affiché du rouge, on sait qu'en gros, afficher 80% de rouge, ça génère 1000 clics. Donc, si on veut afficher seulement 20% de rouge, c'est-à-dire 4 fois moins, eh ben, ça va faire en moyenne, probablement, 4 fois moins de clics, soit 250. On applique exactement le même raisonnement sur les verts. On sait que, que si on affiche du vert sur 20% du trafic, on récolte 300 clics. Si on applique sur 80% du trafic, donc 4 fois plus, on va probablement récolter 4 fois plus, soit 1200 clics. Alors, d'une manière un peu plus générale, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a une politique qui est randomisée, donc qui prend des décisions de manière aléatoire, mais avec un aléatoire contrôlé, on sait exactement, c'est nous qui imposons la distribution avec laquelle il va prendre ses actions. Et bien, à partir de ce qu'on récolte comme données,